Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à prendre du temps pour vous et à profiter de cette saison propice au changement pour vous mettre en action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre travail. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Les jeunes n'écoutent pas ce que vous dites ni faites, mais ce que vous êtes. Mon invité du jour pose ce postulat en introduction de son nouvel ouvrage « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» Ancien avocat, il est devenu entre autres psychothérapeute et formateur en communication non violente et propose depuis plus de 20 ans un travail de connaissance de soi, d'écoute et d'empathie. Il est aussi l'auteur du best-seller « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Vous aurez bien entendu, reconnu Thomas Danzambourg. Bonjour et soyez le bienvenu dans Métamorphose. Bonjour et merci de votre accueil. Avec grande joie. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce nouveau livre ? Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ? C'est une conférence que j'anime depuis une dizaine d'années et c'est souvent mon principe. Je fais une conférence qui articule le propos et je vérifie si ça passe, si les gens sont intéressés à suivre ce déroulement, quelles sont les remarques et quand je l'ai faite suffisamment, finalement, j'en fais un livre. Elle s'appelait au début, pendant la première année ou les 2 premières années, elle s'appelait « Attentes et doutes d'ado ». Et une amie qui l'écoutait, qui est elle-même thérapeute, m'a dit « Ta conférence est très intéressante, mais au fond, elle nous invite surtout à réfléchir à notre rôle d'adulte. Est-ce que tu pourrais pas trouver un titre qui parle surtout de cet enjeu-là ?» Et c'est comme ça que ce titre m'est venu. « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» Autrement dit, est-ce que nous sommes suffisamment inspirés pour être inspirants, particulièrement dans la période troublée que nous traversons? Est-ce que nous sommes suffisamment cohérents pour traverser l'incohérence d'une façon qui donne le goût de vivre aux jeunes qui nous suivent? Absolument. Moi, j'ai 3 ados, donc c'est vrai que votre livre m'a parlé particulièrement, mais il parle à tout éducateur, et vous le dites bien en introduction. Alors, si les jeunes écoutent ce que nous sommes et pas ce que nous faisons ou disons, alors comment être un autre que soi-même ? C'est vrai que ça m'a posé cette question. C'est la question existentielle de nos vies. Comment cesser d'être autre chose que soi-même? Souvent, nous sommes juste le personnage programmé, si je puis dire, en tout cas encodé dans les habitudes de l'éducation, papa, maman, le milieu scolaire, le milieu religieux, les ambiances du domaine social, du milieu social dans lequel nous avons grandi, et nous pourrions mettre une vie à passer à côté de notre vraie personne. Le travail que je propose, comme beaucoup de thérapeutes et d'accompagnants depuis bientôt 25 ans, est d'aider les personnes à trouver la vraie personne qu'elles sont au-delà du personnage. Moi, il m'a fallu du temps. J'étais un avocat très gentil qui avait un beau diplôme, travaillait bien et tout. Toutefois, j'ai entendu une petite voix qui me disait « T'es pas vraiment à ta place, t'es
t'es gentil, suradapté, mais apprends à être vrai et à développer qui tu es vraiment. C'est comme ça que m'est venu ce titre, Cessez d'être gentil, soyez vrai. J'avais besoin d'abord d'être vrai avec moi-même. Et donc voilà, l'invitation sans aucune culpabilisation, parce que c'est vraiment pas l'esprit de mon travail, mais plutôt dans un encouragement à la responsabilisation et de nous encourager à vérifier qu'est-ce que j'aime vivre, qu'est-ce qui fait envie, qu'est-ce qui me met envie, qu'est-ce qui fait sens pour moi, et est-ce que petit à petit je peux de plus en plus orienter ma vie vers ça, plutôt que de rester pris dans ce que j'appelle des enfermements dans des habitudes de fonctionnement, de pensée qui peuvent se révéler infernaux. Alors justement, vous dites que vous avez mis des années à vous désempoisonner de cette culpabilité dont vous parliez à l'instant et à trouver la vitalité de la responsabilité. Comment ça s'est déroulé pour vous ? J'ai eu la chance d'avoir de bons parents, présents, attentifs, aimants, généreux. J'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Toutefois, le milieu dans lequel j'ai grandi est un milieu bourgeois, catho, très pratiquant, dans lequel la culpabilité est extrêmement présente. On est toujours un peu à côté de la plaque, pas suffisamment à la hauteur, pas suffisamment perfectionniste, pas suffisamment généreux, pas suffisamment attentif, etc. Il y a toujours une petite culpabilité qui est semée à gauche ou à droite, malgré les bonnes intentions, et souvent avec de bonnes intentions. Et donc, j'ai perçu que ma vie était tout le temps en suradaptation par rapport au regard de l'autre. Je consacrais 50% de mon énergie à tenter de plaire aux uns et 50% de mon énergie à tenter d'éviter de déplaire aux autres. Alors, qu'est-ce qui reste pour vivre ma vraie vie ? Le calcul est vite fait, rien du tout. J'étais suradapté aux attentes extérieures et très, très prisonnier de la culpabilité. Donc, c'est une des raisons qui m'a amené en thérapie. Je voulais me défaire de cet emprisonnement, ce que j'appelle un enfermement infernal, pour apprendre à être avec responsabilité, conscience, solidarité, générosité, à être vraiment moi-même. Et c'est là aussi que la CNV, la communication non violente, s'est placée sur votre chemin ? Oui, alors c'est un chemin évidemment progressif, comme tout chemin. Le premier déclic, c'est que comme je m'ennuyais dans mon métier de juriste, je l'ai mis un peu de côté dans la case alimentaire. J'avais besoin de cette ressource pour gagner ma vie, bien sûr, mais je me suis passionné pour une activité avec les jeunes dits de la rue, les jeunes pris dans des gangs, dans la délinquance, dans le deal de drogue, les addictions diverses, la prostitution, etc. Et en organisant des activités pour ces jeunes les week-ends ou les vacances, c'était du bénévolat, mais j'y ai consacré beaucoup de mon temps libre pendant 10 ans, j'ai pu mesurer comment la violence s'enclenche et que la violence est un manque de discernement, de conscience et de vocabulaire pour exprimer ce qui se passe en soi. Et donc, c'est un enjeu d'intelligence émotionnelle. Et je me disais, si les gens arrivaient à mieux comprendre leur colère, leur tristesse, leur désarroi et donc les besoins que ces sentiments indiquent d'appartenance, de reconnaissance, d'avoir sa place, de se sentir exister, d'avoir la sensation d'être vivant, bien sûr les besoins d'amour et de comprendre ce qui se passe et d'être compris. Si les êtres humains avaient l'occasion d'apprendre ça depuis la maternelle, eh bien, on serait dans un monde beaucoup plus en paix, beaucoup plus paisible. Et c'est ça qui m'a amené en me disant, mais moi-même, je comprends pas bien la colère de l'autre. Tant que je n'ai pas écouté ma colère, je suis si gentil que je me mets jamais en colère, je suis toujours sage et raisonnable. Je n'accepte que peut-être d'être un peu irrité, mais une vraie colère, vraie rage, je ne reconnais pas ça en moi, je veux pas le voir. Mais donc, comment est-ce que je peux écouter la colère de l'autre ? De même, la détresse, par moment, je suis dans le doute, oui, ou j'en ai ras-le-bol un peu, mais je n'écoute jamais le fait que peut-être, par moment, une partie de moi peut être vraiment en détresse. Alors, comment arriver à comprendre la détresse de ces gamins que j'étais censé accompagner ? Et donc là, le déclic s'est fait que je peux pas écouter l'autre tant que je ne m'écoute pas. Je peux pas avoir de l'empathie pour l'humain qui est devant moi si je n'ai pas appris à développer cette empathie pour l'humain qui est en moi. Et ça m'a amené en thérapie. Et très vite en thérapie, je me suis dit que c'était incroyable de prendre du champ sur l'inconscient, c'est-à-dire de pouvoir quitter des mécanismes que je voyais même pas, tellement ils étaient enrobés dans mes habitudes, et retrouver donc un espace de liberté. Ça m'a donné donc le goût de devenir thérapeute à mon tour, de me former. Et parmi les formations que j'ai suivies, il y a celle extrêmement décisive, significative pour moi, de la communication non violente que maintenant j'enseigne depuis bientôt 25 ans. Vous parlez d'ailleurs maintenant de conscience non violente. Pourquoi cette évolution ? Alors j'imagine que ce n'est pas opposé à communication non violente, hein, mais ça s'entend pas comme ça. Mais c'est intéressant, je trouve.
Ah, c'est vraiment pas une opposition, non, c'est une continuité. C'est-à-dire que je peux constater en accompagnant les personnes et en m'accompagnant moi-même, évidemment, depuis tant d'années, que ce qui amène la violence, ce sont des systèmes de pensée, des habitudes de pensée, ce que j'appelle des enfermements, notamment dans l'habitude de vivre les différents comme des rapports de force, agression, démission, soumission, domination, bouderie, fuite, tout ça sont des rapports de force. Dès qu'on s'entend pas, dès qu'il y a un différent, au lieu d'enclencher la solidarité, l'écoute, l'empathie, le partage, l'accueil de la différence, la bienveillance inconditionnelle pour l'autre, même et surtout si on n'est pas d'accord, au lieu d'enclencher ça, nous enclenchons plutôt l'argumentation pour avoir raison et essayer de convaincre l'autre. Et donc j'ai réalisé C'est que notre blessure qui parle à ce moment-là. c'est vraiment ça, ce sont nos blessures qui parlent, mais aussi nos automatismes. Nous avons encodé un modèle violent de rapport de force et nous le reproduisons au lieu de prendre de la distance par rapport à cela et donc de travailler une conscience qui s'est dégagée des programmations violentes. Et c'est ce que j'évoque dans mon livre. J'évoque 5 pièges, enfin plutôt des programmations que j'appelle des mécanismes autobloquants qui, tant qu'on les a pas vus, nous empêchent notre évolution individuelle, mais aussi collective. Alors j'aimerais tout à l'heure qu'on les passe un petit peu justement en revue, au moins quelques-uns. Mais avant ça, j'aimerais vous entendre sur cette phrase. Vous dites qu'une majorité d'adultes cerveau gauche côtoie aujourd'hui une majorité d'enfants cerveau droit. Simplement pour continuer un petit peu sur nos rapports finalement aux jeunes aujourd'hui. C'est une citation que je fais d'un professeur pédopsychiatre, si je me souviens bien, j'ai cité plusieurs auteurs, et qui constate cela. C'est vrai que la jeune génération est beaucoup plus cerveau dit droit, c'est-à-dire inventif, créateur, inspiré, inspirant, et subit, si je peux employer ce mot qui est peut-être un peu fort, une éducation de la part de gens qui sont très dans la rigueur, l'analyse, l'esprit cartésien, la logique, et ça fait des clashs parce que ça n'est pas cette intelligence-là, logico-mathématique, qui va nous aider à rencontrer la complexité d'aujourd'hui. La complexité d'aujourd'hui a besoin de l'intelligence dont disposent de plus en plus de nos jeunes contemporains, qui est l'intelligence émotionnelle, souvent très très vive, avec des enjeux d'hypersensibilité difficiles à gérer, bien sûr, mais qu'on peut apprendre à gérer. C'est l'intelligence relationnelle intérieure entre toutes les parties de soi, mais aussi extérieure, relation avec toutes les parties de l'autre. C'est l'intelligence intuitive, et on parle de plus en plus d'intelligence spirituelle. On ne parle pas là de religion, mais de percevoir l'esprit des choses, ce qui souffle et qui fait que la vie est vie à travers les formes diverses qui se déforment et se transforment. Donc ces canaux d'intelligence ne sont pas développés dans nos structures, dans nos écoles, alors que nous en avons absolument besoin pour pouvoir appréhender un monde extrêmement complexe, dont la complexité va au-delà de ce qu'on peut régler par la logique ou la raison. C'est pour ça aussi que le sens et l'envie sont importants à vos yeux et sont le moteur de notre joie de vivre. Ce sont vraiment des moteurs, comme je l'évoque dans le livre, de notre joie de vivre et de notre capacité à être un citoyen qui trouve sa place et qui y rayonne parce qu'il a trouvé ses talents, il les met au monde, il est heureux de les mettre au service, il est reconnu dans cela et ça crée de la solidarité, du lien. Tout enfant qui va à l'école devrait apprendre comme une priorité à côté et peut-être même avant de lire, écrire et calculer. Tout enfant qui va à l'école devrait apprendre à savoir qui il est, comment il se sent, ce que ses sentiments disent de lui, ce qui le met en joie, ce qui le met en état d'émerveillement, d'enchantement, et comment mettre ses talents au monde d'une façon qui serve la vie communautaire. Et tout enfant a également besoin d'apprendre ce qui le rend seul, triste, impuissant, ce qui lui fait peur, ce qui le met en colère ou même en rage, et qu'il a donc besoin de comprendre avant de faire payer sa colère aux autres. Nous voyons bien cette dimension citoyenne du travail sur soi qui n'est pas du tout encore considérée jusqu'ici. Les gens qui travaillent sur eux, on dit qu'ils font du développement personnel, mais c'est complètement dépassé, ça, pour moi. Ils font du développement social durable. Et c'est vraiment précieux de le faire connaître aujourd'hui. Non seulement que c'est un enjeu citoyen, mais que des outils de pacification, de connaissance de soi existent et sont extrêmement pertinents. Ils devraient être plus largement connus du grand public. Absolument. Alors, ça tombe sous le sens, effectivement. Alors, mais ça tombe sous le sens pour certaines personnes, mais visiblement pas pour tout le monde, puisque on va à pas très lent quand même dans ce sens-là. Alors, comment transformer nos anciens systèmes de pensée? Vous décriviez 5 programmations mécanismes autobloquants tout à l'heure dans nos relations et notre évolution. Alors, quels sont-ils et comment y remédier finalement? Allez, le premier, peut-être, la culture de la souffrance.
Oui, souvent la culture du malheur qui frise parfois le culte du malheur. C'est une vieille habitude dont on peut comprendre l'origine, que l'on sache ressasser ce qui va pas, se plaindre de ce qui va pas, s'enrouler sur des blessures, repasser inlassablement sur le passé, jusqu'à ne plus voir ce qu'il y a, ce qui est beau, ce qui est généreux, ce qui est bon sur la planète. C'est un enroulement dans la négativité qui est le fruit d'une culture qu'on peut comprendre. Nous sommes en Europe qui a été traversée par des guerres tous les 30 ans. Moi, je vis en Belgique. La Belgique était un champ de bataille régulièrement. Et entre les guerres, il y avait des épidémies, de la mortalité infantile, et beaucoup d'insécurité. Et on peut comprendre donc que le disque dur individuel et collectif se soit un peu encodé dans ce que j'ai appelé dans mon bouquin sur le bonheur un vaccin anti-bonheur. Et ce vaccin, Oui, c'est... et vous dites aussi, on n'est pas là pour rigoler. Ça, j'aime bien cette phrase parce qu'on voit bien ce qu'on veut dire. Ouais, c'est ça, c'est cette petite phrase qui est un vaccin anti-bonheur. On a entendu cette injonction, pardon, et on l'a assimilée comme une injection de vaccin. Et donc, bien sûr, nous cherchons à être heureux, c'est le sens de la vie pour tous les humains sur la planète, à trouver un bonheur plus grand. Toutefois, la plupart du temps, je dis pas toujours, la plupart du temps quand même, la seule personne qui nous empêche l'accès au bonheur, c'est nous-mêmes, par des mécanismes aujourd'hui bien connus en psychologie, qu'on appelle des autosaboteurs ou de l'autosabotage. Et j'en parle comme étant quelqu'un qui a été longtemps maître en autosabotage, franchement. Je le reconnais, j'en parle dans mon premier bouquin, c'est des gentils, soyez vrais. Je m'empêchais l'accès au bonheur parce qu'une petite voix me disait, c'est trop beau pour être vrai, ça va pas durer, tu n'aimes pas qu'on te retire ton bien-être par accident, tu vas te le retirer toi-même, comme ça tu as l'illusion de garder le contrôle de ta vie. Ça peut faire rigoler quand on entend ça de loin. Et cependant, je l'ai vu tant de fois comme thérapeute en accompagnant des personnes. Donc, nous avons besoin d'apprendre à quitter la culture du malheur qui nous fait ressasser ce qui ne va pas et nous enrouler sur nos blessures et apprendre, parce que ça s'apprend et ça ne tombe pas du ciel, à co-créer une culture, si pas de la joie tout le temps, parce qu'on n'est pas toujours joyeux, mais quand même dans laquelle on accepte la joie, on la goûte, on l'approfondit, on essaye de s'y maintenir, bien sûr, et en tout cas une culture de la paix. Entre la peine et la joie, le balancier peut au moins nous amener à être plus fréquemment dans une culture de paix profonde, de paix stable, de paix transportable à travers les difficultés, parce que pas d'angélisme, on n'est pas dans un monde bisounours, nous avons besoin de sentir que la paix reste en nous à travers les difficultés et qu'elle se révèle contagieuse. En vous entendant parler de la paix, je me disais, est-ce qu'un remède peut être la gratitude ? Ah, c'est un des ingrédients pour quitter la culture du malheur, c'est d'apprendre, parce que de nouveau, ça s'apprend, rien de mécanique là-dedans, à développer de la gratitude de plus en plus régulière. Les états de gratitude sont vraiment des clés pour développer une plus grande immunité par rapport à ce qui est tragique, ce qui est difficile ou ce qui est simplement pénible dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, la psychologie positive, dans laquelle l'approche de la communication non violente a toute sa place, fait des études intéressantes et des sondages et réalise que les gens qui développent de la gratitude plusieurs fois par jour pour des choses petites ou grandes, mais qu'ils ont vues, qu'ils ont pu célébrer, qu'ils ont pu honorer, eh bien, développent un état intérieur qui leur permet de se remettre beaucoup plus, de tomber moins souvent malade, d'abord, c'est un premier trait, ensuite de se relever beaucoup plus vite d'une maladie si elles sont tombées malades parce que leur système d'immunité fonctionne mieux, et de ne pratiquement pas faire d'accidents cardiovasculaires. Et là, on peut le comprendre par la biologie du corps, mais il y a encore un bénéfice considérable, c'est que ces personnes se révèlent bien plus bienveillantes. Et là aussi, on peut le comprendre. Si depuis ce matin, depuis hier, depuis il y a 15 jours ou 15 ans, je m'enchante régulièrement, j'ai de la gratitude pour les choses que je vois, ce qui ne m'empêche pas de traverser des difficultés, mais je suis quand même nourri de gratitude, et bien quand tout d'un coup la relation devient frictionnante avec quelqu'un, ce qui ne manque pas d'arriver tôt ou tard, et bien je recherche un climat de bien-être et d'enchantement, parce que c'est ma nature, je veux retrouver rapidement à dépasser le conflit ou l'irritant. Par contre, si depuis ce matin, depuis hier, depuis il y a 15 jours ou il y a 15 ans, je m'enroule sur tout ce qui ne va pas en me plaignant de tout sans rien transformer, clairement, lorsque la relation devient irritante avec l'autre, je lui casse la figure ou je lui envoie le mail fielleux, ce qui est la version contemporaine du gourdin de Cro-Magnon. D'ailleurs, ça nous emmène à cette deuxième programmation mécanisme autobloquant, qui sont les rapports de force. Et là, vous dites qu'il faut revoir complètement nos routes neuronales, c'est nos conditionnements, vous en parliez tout à l'heure. Et vous dites aussi la violence la plus subtile ne dit pas son nom.
Ah, bien sûr. La violence la plus subtile, c'est pas les coups et blessures ou les rafales de mitraillettes ou les explosions de bombes. La violence la plus subtile, elle est dans nos vies quotidiennes par les jugements, les croyances négatives et inhibantes, la pensée binaire, divisante qui nous fait sentir soit je suis ceci, soit je suis là, au lieu de je suis cela, au lieu de dire et j'ai le goût de ceci et j'ai le goût de ça et je m'achemine doucement vers ces enjeux-là. Beaucoup de gens sont piégés dans la pensée binaire entre liberté et sécurité, et comme la sécurité prime, je reste dans la sécurité sans aucune liberté, au lieu d'apprendre à combiner les deux, par exemple. Ça s'apprend. Et enfin, un des pièges classiques, c'est d'être piégé dans cette violence sur soi, sur les autres, qui consiste à penser en termes de il faut, je dois, c'est mon devoir, c'est ton devoir, et nous oublions qu'au fond, nous ne faisons rien par devoir, nous faisons tout par amour. On ne s'occupe pas de ses enfants par devoir, mon Dieu, on s'occupe de ses enfants par amour, par joie de les avoir mis au monde et d'en prendre soin. C'est ça le sens de la vie, mais ça demande un peu de discernement et un peu d'ancrage pour rester aligné sur l'amour, parce que ça n'est pas toujours confortable de s'occuper de ses enfants, surtout si on a une journée et un travail fatigant toute la journée, c'est sûr. Ça appelle à une vigilance quand même. Ça oui, c'est ça demande une vigilance citoyenne, une hygiène de vie, vraiment, pour pouvoir rester centré, aligné sur notre cap. Je parle volontiers dans mon travail d'instaurer dans nos vies une hygiène psychique aussi vigilante que l'hygiène physique. Vous savez, l'hygiène physique est assez récente. Dans les campagnes, les gens n'avaient pas beaucoup d'hygiène physique. Je pense qu'en ville non plus. Mais moi, j'ai grandi dans des campagnes rurales. J'ai 62 ans. Quand j'étais gamin à l'école de mon village, les gamins avaient perdu leurs dents ou avaient des chicots dans les dents à 10-12 ans parce qu'il n'y avait pas d'hygiène buccale. Ça n'existait pas. Et il n'y avait pas de salle de bain dans les fermes du village. Ils prenaient leur bain dans une bassine le samedi soir, une fois par semaine. C'était comme ça. Et puis voilà, on vivait bien comme ça. Mes parents, j'étais d'une famille bourgeoise, m'avaient appris à me brosser les dents et nous avions une salle de bain avec une baignoire. Aujourd'hui, dans le même village où j'ai gardé la maison familiale, tout le monde se brosse les dents, tout le monde a des salles de bain confortables et c'est devenu une évidence qu'on se soigne, on prend soin de soi. L'hygiène physique est entrée dans nos vies très récemment et elle nous amène à des rituels tout à fait intégrés. J'ai la conviction que dans les années qui viennent, nous allons instaurer dans nos vies une hygiène psycho-spirituelle équivalente, en considérant qu'on ne peut pas sortir de chez soi sans avoir nettoyé son cœur des pensées négatives, des inhibitions, des projections sur les autres, des rancœurs, des deuils non faits, des colères rentrées. Nous avons besoin d'apprendre à nettoyer tout ça et pour ce nettoyage, prendre une douche psychique pour lequel des outils existent. Notamment la communication non violente est un outil d'empathie pour soi très performant. C'est ce que vous appelez aussi l'hygiène de conscience ou la discipline de paix. C'est ça, une discipline de paix. Vous savez, on sait faire la guerre à travers le monde parce qu'on s'y éduque, on s'y discipline. J'en sais quelque chose pour avoir fait moi-même encore mon service militaire et j'avais choisi de le faire à la dure après mes études de droit. J'avais encore aucune notion de la non-violence à l'époque, je m'y suis ouvert beaucoup plus tard et donc j'ai choisi de faire ce qu'il y avait de plus rude pour me dépasser, me rencontrer, me connaître et j'étais officier chez les paracommandos. Et bon, c'est 4 mois assez rude, mais donc 14 mois assez rude. Au courant de mon service militaire, vers le 10e mois, j'aurais pu avoir des missions. Mon gouvernement, mon pays aurait pu me donner des missions. C'est quand même fou, des missions de guerre, en tout cas, ou de maintien de paix dans des pays en difficulté. Imaginez simplement que nos gouvernements nous donnent une éducation à la paix aussi rigoureuse que l'éducation à la guerre, et qu'il y ait du drill, des rituels, de la discipline pour apprendre à se connaître, à gérer ses émotions, à être en empathie avec l'autre, à traverser les conflits. Mais nous aurions en quelques semaines une vie commune complètement différente, simplement parce qu'on aurait fait des apprentissages appropriés. Je me souviens d'avoir écouté Marianne Williamson dans une conférence à Paris après les attentats meurtriers de Charlie Hebdo et qui disait il faut être dédié à l'amour comme certains peuvent être dédiés à la haine. Eux, ils sont focus en fait toute la journée. Alors j'imagine peut-être qu'ils ne servent pas en conscience la haine. Je ne dis pas ça et c'est pas ce qu'elle disait. Mais en tout cas, ils sont focus sur leur objectif d'abattre des gens. Et nous, on n'est pas assez... Nous, le clan dit de l'amour, on n'est pas assez focus sur l'objectif. Et c'est un peu ce que vous dites là, quand même. Ah, clairement, nous nous laissons embrigader dans des routines qui anesthésient la pulsion d'amour qui nous habite. Nous ne sommes pas sur Terre par hasard. C'est ma conviction depuis le temps que j'accompagne les personnes à travers cycles et saisons de la vie en quête de sens, en quête de dépassement des blessures, d'émancipation de la souffrance, et que nous sommes vraiment sur Terre pour sentir l'amour profond qui habite chaque être humain et aider à le mettre au monde. C'est ça qui fait sens. Il suffit que les personnes qui nous écoutent vérifient qu'est-ce qui leur fait profondément
profondément joie? Est-ce que c'est l'état de leur compte en banque ou leur nouvelle voiture? Et je ne décris pas ces choses, elles font partie de la vie. Ou est-ce que c'est le plaisir d'une retrouvaille familiale, d'une tablée de bonne compréhension mutuelle et d'humour joyeux, où on s'entend une marche en forêt, où on sent la complicité dans la contemplation de la nature? C'est quand même le lien, et le lien d'amour, le lien d'amitié qui est notre vraie ressource, notre vrai trésor. Et ça devrait être davantage ce que nous pratiquons. Peut-être que cette épidémie qui a resserré les liens et qui a fait prendre conscience de façon plus claire de l'imminence de la mort, tôt ou tard, dans nos vies, ce qu'on croyait avoir sans doute oublié ou à quoi peut-être on rêvait d'échapper, peut nous aider à mieux vivre. Quand on sent la mort plus proche, peut-être qu'on va vivre avec plus d'intensité, plus de conscience, plus de respect du vivant sous toutes ses formes. C'est mon souhait en tout cas. Alors on continue quand même sur ces 5 programmations. Est-ce qu'on peut parler de la méfiance? Et pour vous, un des remèdes, c'est de basculer dans la confiance. C'est vrai que on a tendance à se méfier de l'autre, d'une manière générale, à se méfier des événements, à se méfier de tout. Ce sont des habitudes de nouveau assez liées à la culture du malheur. On n'est pas là pour rigoler, et au rapport de force, domination, soumission. Nous entrons dans la vie assez souvent dans un climat de méfiance. Heureusement, pas dans toutes les familles, mais l'image simple, c'est le parent qui dit à l'enfant: ne cours pas sur le tronc d'arbre, là, dans le parc, tu vas glisser, et puis tu vas salir ton pantalon, reste ici. Méfiance. Alors, c'est intéressant de vérifier, est-ce que j'ai mis mon enfant au monde pour qu'il garde son pantalon propre? Nous avons souvent fait des inversions, priorité complète. Donc la proposition, c'est de dire à l'enfant: vas-y, bien sûr, je t'ai mis au monde pour que tu t'enchantes et que tu découvres la vie sous tous ses angles. Vas-y, monte sur le tronc d'arbre. Toutefois, il est peut-être un peu glissant, donc fais juste attention. Et donc je joue mon rôle de parent, qui est d'encourager à l'ouverture, à la vie, à la découverte, avec une mise en garde que mon expertise, parce que je suis là depuis un peu plus longtemps que le gamin, me permet d'avoir. Il peut être glissant, donc essaye de ne pas te faire mal. Mais aller vers plutôt que se méfier. Nous avons vraiment besoin d'encoder cette confiance, ce mouvement d'ouverture, particulièrement dans une période de transition comme celle que nous vivons, qui est vraiment au-delà d'une crise, c'est une vraie transition entre deux mondes. Nous allons vers un nouveau monde qui n'est pas encore très clair, mais nous sentons bien que nous quittons un vieux monde. Il est temps de lâcher nos attachements à des anciens fonctionnements obsolètes et à co-créer une nouvelle façon d'être ensemble. Dans l'exemple que vous venez de donner, c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on est parent d'être dans cette vigilance. Et est-ce que ça fait pas perdre une forme de spontanéité, d'être tout le temps dans cette auto-vigilance de qu'est-ce que je vais dire à mon enfant à un instant T, et qui parfois peut sembler aussi un peu préfabriqué si le terreau de cela n'est pas un travail en profondeur sur soi, mais simplement un vernis encore une fois, il faudrait que je me comporte comme ceci pour bien faire. Clairement, nous avons besoin de changer notre conscience, comme nous l'avons évoqué, de nous éveiller à une conscience non violente, une conscience d'accueil, une conscience d'ouverture, une conscience de don, d'amour. Et ça se travaille, ça se pratique. Et dans ce travail, c'est précieux de ne pas prendre nos automatismes pour de la spontanéité. Souvent, j'entends les gens dire: oui, mais cette façon de communiquer davantage avec nos sentiments, nos besoins, et en clarifiant le sens des choses, ça n'est pas naturel. Alors j'invite à voir, c'est pas naturel ou c'est pas habituel? On s'est juste pas habitué à donner le sens des choses et à partager des sentiments et des besoins. On s'est habitué à ça. Mais est-ce que les enfants ne sont pas plus conscients de ce qui fait sens pour eux et de leurs sentiments et besoins? Les enfants vont spontanément dire: je suis triste parce que j'ai envie d'aller jouer, je me sens seul parce que j'aimerais faire un câlin avec toi. Et les sentiments et les besoins sont assez clairs dans la bouche d'un enfant. Et par la suite, au lieu de faire les choses parce qu'il les sent profondément dans son être, il aura appris à se couper de cette sensation et à faire les choses parce qu'il est l'heure, parce qu'il est temps, parce que c'est comme ça. Et donc, ne mélangeons pas automatisme et spontanéité. Intéressant de le clarifier. Alors, sur la division, une autre programmation, c'est la faute un peu à la posture de l'éducation scolaire, de classer les élèves. C'est vrai qu'on a tous des souvenirs des tranches. Alors, il y avait les élèves brillants d'un côté dans la classe et puis les autres un peu mieux faire. Et tout de suite, on s'habitue à ça quand on est enfant. C'est une véritable tragédie, cet étiquetage dès l'enfance qui instaure d'emblée un rapport de force et une culture du malheur. Vous voyez, on y revient à ces programmations autobloquantes et donc souvent des croyances très négatives sur soi. Je suis pas capable, je vais pas y arriver, les autres sont meilleurs que moi, je suis pas à la bonne place, je suis le petit canard de la basse-cour. Et qu'est-ce que j'ai pu entendre ça en thérapie? Le nombre de gens que l'éducation a discrédité, pour lesquels l'éducation a été vraiment un sabotage de l'estime de soi. Nous avons vraiment besoin, c'est une urgence,
de revisiter les piliers, les fondamentaux de l'éducation pour baser l'éducation sur la coopération, sur la collaboration, sur la co-création, sur le fait que chacun ait sa place dans une entraide. L'entraide est fondamentale. L'entraide, on le découvre aujourd'hui, est la loi principale de la jungle. Ce n'est pas l'agression, la loi de la jungle. Le lion tue une gazelle pour manger, mais il ne stocke pas des centaines de gazelles pour les revendre. Ça, c'est l'humain qui a inventé cette agressivité. Et c'est en vrai, c'est Pierre Rabhi qui raconte ça, notre philosophe agriculteur. Je pensais à lui quand je vous entendais dire cet exemple, effectivement. Lorsque le lion est repu de sa gazelle, les gazelles viennent manger juste à côté de lui, sachant qu'il est inoffensif. Donc la vraie loi de la jungle, c'est l'entraide. Et il y a un magnifique ouvrage de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle qui est sorti il n'y a pas si longtemps, quelques années, qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, et qui explique à quel point, si la vie est vie, c'est qu'il y a compagnonnage, parasitage, collaboration, porosité, entraide, lien. C'est ça qui fait que la vie est vie et que petit à petit, nous, humains, nous émergeons avec le pouvoir de la conscience et donc la capacité de transformer les choses, de les aider ou malheureusement de les détruire. Nous avons donc besoin de restaurer l'entraide dans l'école, dès la base, dès l'école maternelle. C'est un changement. C'est important. Là, vous citez d'ailleurs la pensée holistique de l'ami Charles Eisenstein, qui est vraiment inspirant sur ce sujet-là également. Ah oui, bien sûr, j'apprécie beaucoup ce que j'ai lu de lui. Sa vision est extrêmement compréhensive. Il recueille une vision globale qui conjure notre habitude de la division, de la séparation, du découpage qu'a apporté notamment la pensée cartésienne très logique, qui met les choses dans des cases, dans des étiquettes et qui fonctionne en allant de A à C par B de façon linéaire, ce qui est sans doute utile dans certains domaines, mais certainement pas dans le domaine de l'expansion de conscience, de l'ouverture de cœur. Nous avons besoin d'utiliser d'autres canaux. Et ce dernier mécanisme, c'est le faire au lieu d'être. Alors là, on voit tous aussi de quoi il s'agit. Et vous dites à ce sujet, ce n'est pas tant le monde qui va trop vite, c'est moi qui m'égare et qui cours. J'ai trouvé cette phrase intéressante. C'est vrai que de pouvoir avoir cette prise de conscience que finalement on cherche à être hors sol de nous-mêmes, malgré nous. Ah oui, c'est vraiment ça. Nous sommes piégés dans le piège du faire que j'évoquais déjà dans Cessez d'être gentil, soyez vrai, il y a 20 ans. Faire, dans cette course à tout bien faire, le risque, c'est que si j'ajoute de plus en plus de choses à faire dans ma vie, il y a inévitablement de moins en moins de vie dans les choses à faire. Tout est compacté, tout est serré, je cours, et donc tôt ou tard, je dessèche. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de nos contemporains. On ne puise pas dans un puits en courant à toute vitesse. Nous avons besoin d'apprendre à nous asseoir et à faire silence et à laisser notre conscience descendre dans le puits, je dirais, de la connaissance universelle dont nous parlent toutes les traditions. Donc, arrêter de faire de ne faire que faire, si je puis dire, pour réapprendre à être présent à soi, présent aux autres, présent à la vie, à la nature, dans un état de contemplation nourrissante et féconde, en sorte que les choses à faire, parce qu'il y en a, bien évidemment, je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses, mais que les choses à faire soient habitées d'une profonde qualité d'être, parce que nos rapports de pure fonctionnalité nous étouffent tant dans l'entreprise que dans la vie de famille. Et ensuite, dans votre livre, vous parlez j'aimerais bien que vous nous fassiez faire un petit exercice pour aller à la rencontre de cet adulte qui a pu nous inspirer, de ces adultes qui avaient des valeurs inspirantes et qui finalement nous ont marqués. Qui sont les adultes, vous, qui vous ont inspiré d'ailleurs, avant peut-être de nous proposer une petite introspection? Et peut-être je peux le faire dans l'autre sens quand même, d'inviter les personnes à chercher qui est la personne qui a pu les inspirer. Est-ce qu'il y a une personne inspirante dans votre histoire? Assez souvent quand même, il y a pu y avoir un parent ou un grand-parent, parfois une grand-mère, un parrain, une marraine, ou dans la religion, ça peut être un prêtre ou un aumônier ou un responsable de la pratique que nous suivons, ou un professeur, un enseignant. Et donc, j'invite à vérifier qu'est-ce que cette personne m'a transmis, pas tant par ce qu'elle disait, ni par ce qu'elle faisait, mais par sa façon d'être à travers les événements de la vie, à travers les difficultés, les deuils, les conflits, les tranches de vie, mais également dans la façon de s'émerveiller, de nourrir la joie, de s'engager dans des projets, de développer du courage, de la détermination, de l'engagement. Qu'est-ce que cette personne a pu me transmettre? Et j'aime bien sûr préciser que pour certains d'entre nous, peut-être nous n'avons pas eu la chance d'avoir une personne de référence et que dans ce cas, nous pouvons la rêver. Comment la voyons-nous? Et peut-être
pouvons-nous laisser les personnes qui nous écouteront prendre un petit moment pour se représenter une petite minute cette personne et lui trouver 3-4 valeurs. Et ensuite, vérifier qu'est-ce que ça fait que de recôtoyer ces valeurs-là. Ça fait quoi que d'être en présence de cet héritage transmis par la façon d'être de cette personne-là. Et là, peut-être petite coupure pour laisser aux personnes le temps de le faire. Et puis, j'aime ajouter, je le fais dans les grandes conférences avec le public, pour moi, quand je fais ce travail, systématiquement, c'est l'image de ma grand-mère qui revient, parce que je l'ai beaucoup côtoyée. Nous habitions une grande maison à la campagne où elle habitait une grande partie, nous habitions juste à côté. Et j'adorais ma grand-mère pour sa générosité, sa simplicité, sa fantaisie et sa liberté d'esprit. Et elle m'a beaucoup nourri de ça. Et chaque fois que je repense à ma grand-mère, il y a une énorme partie de mon être qui tressaille de joie, de reconnaissance, de gratitude et qui perçoit cet héritage. J'ai envie de le vivre. Je veux vivre avec générosité, je veux vivre avec fantaisie, je veux vivre avec simplicité et j'ai envie de transmettre ça à mes enfants. Et donc ma grand-mère est très, très, très vivante dans ma vie. Et j'observe que les personnes qui font ce petit exercice retrouvent qu'effectivement, j'ai reçu ça, je l'ai peut-être oublié. Et quand je fais la liste des valeurs dans la conférence que les gens ont reçues en héritage, je fais une liste sur un tableau paperboard. La plupart du temps, il y a une 50aine de valeurs magnifiques qui viennent. Le courage, l'engagement, la patience, l'humour, la fantaisie, le lâcher-prise, la détermination, la bienveillance, etc. C'est une collection de valeurs humaines magnifiques. Eh bien, je nous encourage vraiment à mettre ces valeurs au monde. Et la prochaine fois que nous aurons un différend avec notre conjoint, avec notre ado adorable, avec un collègue de travail, de vérifier, est-ce que là, je vis la bienveillance de ma grand-mère ou de mon grand-père ou de cette autre personne de référence? Est-ce que je vis son humour, sa capacité à s'adapter? Est-ce que je vis son courage ou sa capacité d'empathie? Et donc, vérifier ma cohérence, au fond. Est-ce que je mets au monde les valeurs auxquelles je crois? C'est très beau. Et quels sont les ingrédients alors pour un climat inspirant adulte-enfant? Tout à l'heure, vous parliez de cet amour vivant, le respect aussi. Alors, et quand je dis adulte-enfant, on peut imaginer dans tout type de contexte, hein, que ce soit à l'école ou dans le foyer familial, etc. Parce qu'on a tendance, quand on parle d'amour vivant, à imaginer que c'est que au sein du foyer parfois, alors que c'est important d'introduire aussi cet amour et ce respect dans tout lieu finalement où il y a des interactions entre les adultes et les jeunes. Mais bien sûr, et en tout lieu, point barre, je dirais, avec la caissière du supermarché, avec le fonctionnaire du guichet où on va chercher des papiers, avec toutes les personnes que nous croisons, nous pouvons adopter. Absolument, oui. Je ne les excluais pas, hein, parce que là, on parlait de la relation jeune et puis adulte. Oui. Élargir ce champ-là, ça ne coûte rien et ça peut rapporter beaucoup que d'avoir un regard aimable vers les gens, un regard d'accueil. Et peut-être que la caissière du grand magasin le vendredi soir, elle n'est pas aussi attentive que nous aurions voulu, mais nous pouvons l'être. Nous pouvons apporter dans ce lien une touche d'humour, une touche de fantaisie, une touche d'humanité. Et je voudrais nous encourager à être des acteurs de ce changement-là. Il m'est apparu, je cite plusieurs expériences que j'ai faites avec les jeunes dits de la rue, que les ingrédients du vivre ensemble sont la chaleur de l'amour et sous toutes ses déclinaisons, la camaraderie, l'amitié, bien sûr, et que c'est précieux d'entretenir la chaleur de l'amour. J'entends des familles dans lesquelles j'entends dire que dans des familles, on se dit pas je t'aime, on se fait pas de câlins, on ne prend pas du temps pour s'asseoir ensemble et s'écouter mutuellement. Je suis complètement surpris de ça, mais mes filles qui ont entre 22 et 17 ans vont dans d'autres familles passer le week-end et disent « Papa, c'est incroyable, et ils se font pas de câlins, ils se disent pas je t'aime, ils se parlent pas profondément, ils sont piégés dans les choses à faire, range ta chambre, mets ton pyjama, brosse tes dents. » Enfin, c'est surprenant qu'il n'y a pas plus d'amour vivant, vibrant. Et ça, c'est une des premières qualités à entretenir. Nous avons besoin d'apporter notre bûche sur le feu du lien. Et puis, il y a la clarté et la sécurité du respect, respecter l'autre dans sa différence. Et si j'ajoute ça à l'amour, alors qu'on aimerait que l'amour comporte complètement le respect, c'est parce que je ne serais pas surpris que parmi les gens qui nous écouteront, il y ait des gens qui ne doutent pas d'avoir été aimés par leurs parents et qui cependant n'ont pas senti un profond respect pour leur singularité, leur unicité
Assez Mmh. souvent, les générations précédentes ont traité tous les enfants pareillement, ce qui est bien intentionné, mais pas vraiment respectueux. Les enfants ont besoin d'être traités selon ce qu'ils sont, et ils sont tous différents, et avoir de l'attention donc pour leur spécificité. Et l'attention passe par le fait d'être écouté profondément. Et ça manque encore dans beaucoup, beaucoup de familles où les enfants souffrent de ne pas être écoutés. Et enfin, le quatrième ingrédient, c'est le Oui. sens, de faire les choses qui ont du sens et d'indiquer le sens. On ne fait pas les choses parce qu'il faut, je dois, on fait les choses parce qu'elles ont un sens. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et à propos de l'amour, vous dites, en aimant, j'aimante. Il faut vraiment cette motivation aussi de l'adulte pour soutenir l'élan de l'enfant, des adolescents, pas que du petit enfant. Oui, oui, absolument, d'être présent, d'être attentif, en aimant, j'aimante. Je veux dire par là que si j'aime certaines valeurs, certaines qualités, certains projets, si je tressaille à l'idée de certains climats que j'ai envie de voir dans le monde, souvent c'est la bienveillance, c'est la justice, c'est le partage, c'est la joie de vivre. Si je tends vers ça et que je contribue de tout mon aide à co-créer là où c'est possible, c'est pas toujours possible, mais là où c'est possible, je le fais, eh bien, ça aimante des situations comme ça. Ça aimante des situations où je vais retrouver de la convivialité, de la chaleur, de la tendresse. Inversement, si je passe ma vie à me plaindre, à juger, à critiquer, à me lamenter, eh bien, ça aimante autre chose. Je vais avoir toutes sortes d'autres nouvelles occasions de me plaindre, de me lamenter. Alors, je ne demande pas aux gens de me croire, mais peut-être simplement de le vivre. Voilà, j'y vois des éléments me permettant de croire à la synchronicité ou à l'attraction, enfin, peu importe les mots qu'on met là-dessus. Mais nous sommes de l'énergie, ça nous le savons, et notre énergie capte et attire. Et ça demande donc de nouveau une hygiène de conscience que de savoir créer les climats qui vont capter des bonnes choses. Oui, et à propos de l'amour, c'est aussi, prendre conscience, qu'on doit sortir de l'amour, et je dis on doit que, mais on doit sortir de l'amour, conditionnel, le fameux, «je t'aime si», qui est bien souvent évidemment inconscient. Je t'aime si tu as des bonnes notes, je t'aime si, enfin il y a de multiples exemples. Ah, ça c'est terrible, l'amour conditionnel, tellement menaçant. Et je souhaiterais rappeler à ceux qui nous écouteront combien ça a été pénible d'entendre je t'aime si tu es sage, ou de sentir, parce que peut-être ça n'a pas été dit comme ça, je t'aime si tu ranges ta Bien chambre, sûr. je t'aime si tu m'aides dans les tâches ménagères. Cette impression que l'amour est conditionnel et peut nous être retiré si par malchance nous ne sommes pas disponibles ou pas attentifs aux attentes de l'adulte. Nous aurions tellement aimé sentir un amour inconditionnel qui n'empêche pas les remarques, hein, parce que dire je t'aime profondément et tu auras mon amour à vie parce que tu es mon enfant chéri, n'empêche pas de dire et là, quand tu fais ceci ou ça, je suis pas d'accord du tout et j'ai envie de te l'expliquer. Et donc, ça nous permet aussi d'apporter de la rigueur, mais de la rigueur dans un climat d'écoute et de confiance et non pas de la rigueur dans un climat de panique parce que je suis pas sûr que papa et maman m'aiment quand ils m'ont envoyé dans la chambre. Quand on porte ce regard sur le nouveau-né, en tant qu'être humain, en tant que parent, est-ce qu'il est toujours finalement, conditionné d'une certaine manière, même bien enfoui dans l'inconscient? Est-il possible en fait de se défaire de ça? J'imagine, en tout cas en prendre conscience et puis, diminuer cet amour conditionnel est certainement possible, mais est-ce que nous naissons avec cette forme de blessure originelle de cet amour conditionnel que nous, projetons sur nos enfants? Je ne crois pas ça. Je crois que nous pouvons. C'est une question que je pose, Oui, oui, hein. bien sûr, j'entends bien. Personnellement, non, j'ai confiance que nous avons vraiment, nous, la capacité à être vierges de nos conditionnements, de nos habitudes, parce que, je dirais, nous en sommes défaits, nous en sommes nettoyés, nous avons travaillé cette hygiène de conscience pour ne pas reporter sur nos enfants nos blessures d'enfance à nous. Et c'est vraiment un travail citoyen, parce que c'est clair qu'assez souvent, si j'ai été élevé dans une certaine violence avec des parents autoritaires, avec le système très mécanique de la punition et de la récompense, je risque fort de reproduire cette mécanique-là avec mes enfants, ou alors, juste à l'inverse, de prendre le contre-pied et de laisser tout faire. Et ni la contrainte ou la violence subtile que j'instaure, ni le laisser tout faire ne vont faire des enfants heureux. Nous avons besoin d'apporter de la rigueur, de la structure, c'est évident. Et la non-violence, je le rappelle s'il le fallait, ça n'est pas la non-rigueur, ni la non-vigueur. Oui. Nous pouvons apprendre à faire des colères non violentes extrêmement claires. Moi, j'ai appris la colère grâce à la non-violence, parce qu'avant, j'étais trop gentil. Et maintenant, quand je fais les colères, elles sont très claires, mais elles ne sont pas agressives, elles sont posées. L'enfant a besoin d'être contenu, en effet aussi. Vous parlez dans votre livre de l'importance du fil rouge, que vous appelez aussi l'élan ou l'axe de vie. Alors, comment cela fonctionne-t-il versus nos mécanismes compensatoires ?
je réagis à votre phrase. Pour moi, l'enfant n'a pas besoin d'être contenu, mais invité à clarifier son élan pour que son élan prenne un cours. Vous connaissez cette jolie formule, la berge est la chance du fleuve. S'il n'y a pas de berge, le fleuve reste un marécage et n'arrivera jamais à la mer. Pour que le fleuve arrive à la mer, c'est vraiment précieux que la berge, effectivement, on reprendra le mot contient, mais qualifie ou crée une orientation pour que le cours aille jusqu'à la mer. Et donc l'enfant a besoin de sentir qu'effectivement cette clarté d'une direction et d'un sens se fait pour pouvoir suivre son cours. Mais donc, voilà. Et je pense à cette phrase aussi de Maria Montessori, l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir. Effectivement, est-ce que cette source jaillit du vase qui contient quand même une forme qui est quand même une forme de cadre, qui donne une forme de direction, mais qui le laisse totalement libre? Dans mon expérience, l'enfant a besoin de sentir qu'il y a des repères qui sont clairs et qui sont sécurisants et qu'il peut s'en approcher ou s'en éloigner, mais qu'il en sent le bénéfice, en sorte d'avoir envie de les faire siens, de s'en accommoder. Et donc, cette clarté de la part de l'adulte est précieuse. Donc, c'est pas il faut aller à l'école parce que c'est comme ça. Là, ça ne donne aucun sens. Mais nous avons besoin d'apprendre pour pouvoir être des êtres libres. Si nous n'avons pas de connaissances, nous sommes figés dans ce que nous sommes. C'est parce que nous apprenons que nous avons de la liberté d'agir, de transformer. Et c'est pour ça que notamment on va à l'école, pour pouvoir être des êtres libres. Et donc, j'ai eu cette conversation avec mes 3 filles qui m'ont demandé, mais est-ce qu'il faut aller à l'école? Et j'ai eu un échange profond. Non, il ne faut pas, tu peux rester dans le jardin. Alors, je ne vais pas reprendre tout le dialogue ici, mais j'ai invité les enfants à voir les conséquences de nos choix. Si tu restes dans le jardin, tu n'auras pas de connaissances et tu ne pourras pas faire choix de ta vie. Tu vas subir ta vie. Par contre, si tu as des connaissances, tu auras la possibilité de faire des choix. Et on est d'accord que l'école, c'est pas commode. Il y a des contraintes, bien sûr. Mais donc, nous avons besoin de donner du sens à ce que nous vivons. Et parfois, les adultes que nous sommes devenus oublient de vérifier pourquoi je fais ça, quel sens ça a, est-ce que je continue, est-ce que j'arrêterai pas. Beaucoup d'adultes sont épuisés de tourner un peu comme des hamsters dans un tambourin, par habitude. Et finalement, c'est le tambourin qui les fait tourner, c'est plus eux qui ont choisi. Oui, dans Libres enfants de Summerhill, de Eisnail, il les laisse même jusqu'au point de dire... vous n'êtes pas obligé d'apprendre à lire ou à écrire. Donc, il pousse même cette liberté dans cette expérimentation, peut-être paroxystique pour certains, en tout cas, à être dans ce libre choix de ce qui est possible ou pas de faire. Et certains vont apprendre à lire, finalement, parce que j'ai besoin, à 18 ans, de lire un manuel de mécanique pour devenir ingénieur. Et là, je me mets à apprendre à lire. C'est fou. Oui, c'est fou, et même sans être aussi aller aussi loin que ce bouquin-là, cette expérience-là, je vois que dans des pédagogies nouvelles, au lieu de contraindre les enfants à suivre certains apprentissages à tel âge parce qu'ils sont supposés avoir telle connaissance, comme si on savait pour eux, on les laisse petit à petit suivre une courbe d'apprentissage personnel en suivant leur intérêt. Et comme vous l'évoquez, le jour où l'enfant a envie de lire la BD en profondeur pour comprendre les échanges, il va se mettre à lire, et par un élan et pas par un devoir. Et ça, j'ai absolument confiance. Ça. Je le vois tous les jours dans mon travail. Quand les gens retrouvent leur élan, ils sont d'une créativité, d'une énergie, d'une force qu'ils n'avaient pas quand ils faisaient les choses sous la contrainte. Absolument. Et là, j'en ai perdu mon fil rouge, puisqu'en fait, ma question originelle était justement sur ce fil rouge, cet axe de vie. Et comment est-ce qu'il fonctionne, en fait, par rapport à nos mécanismes compensatoires, Thomas Dansbourg? Je commence la plupart de mes conférences et de mes formations en indiquant effectivement une flèche rouge qui en courbe, qui monte sur le tableau. Tous les dessins ont bien sûr leurs limites, mais c'est pour indiquer que dans mon expérience, nous avons tous un fil rouge intérieur. Et parfois, nous sentons que nous sommes dessus, nous sommes sur notre axe, l'endroit où nous donnons le meilleur de nous-mêmes, que nous sommes portés par une joyeuse abondance de vie dont nous avons le goût de la partager, de la mettre au monde. Et parfois, malheureusement, le cours de la vie et nos systèmes de pensée nous écartent, et là nous pouvons entrer dans un chemin qui nous amène dans des enfermements. Tout le travail de connaissance de soi est double et consiste à percevoir quels sont mes enfermements, dans quoi je suis piégé, coincé, que je prends pour ma spontanéité, alors que ce sont juste des automatismes, des réflexes un peu pavloviens d'action-réaction. Comment est-ce que je peux mieux comprendre ça pour petit à petit m'en libérer? Rien de magique là-dedans, ce sont des processus où c'est du jardinage, ça prend du temps et de l'attention. Et comment est-ce que je peux de l'autre côté mieux qualifier mon fil rouge? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui me rend tressaillant d'être en vie?
Et j'ai pu, depuis que je me suis occupé de gamins de la rue, réaliser que nous disposons de ce trésor. Nous savons ce qui nous rend joyeux et heureux, mais nous ne savons pas que nous savons, parce que nos éducations ne nous ont pas amenés à porter notre attention là-dessus. On a appris les maths, l'histoire, la géographie, mais non, nous n'avons pas appris à savoir qu'est-ce qui me rend joyeux de vivre et quels sont les talents que je peux mettre au monde. Et vous dites, il y a plus d'intelligence dans deux cœurs qui essayent de se comprendre que dans deux intelligences qui essayent d'avoir raison. Et vous parlez énormément de l'empathie. Vous dites que ça fait des miracles, que vous dégainez l'empathie, en fait, dans votre vie, que c'est très important. Ah oui, j'invite les personnes qui nous écoutent à observer le piège ou les mécanismes, le mécanisme autobloquant des rapports de force dont nous avons parlé un peu plus tôt. La prochaine fois qu'ils seront en différent avec quelqu'un de proche, ça marche mieux quand il y a un peu d'affectif, évidemment, leur conjoint, un parent, une maman, un père ou un enfant, un ado adorable, et que tout d'un coup ils réalisent qu'on n'est pas d'accord. Tiens, eh bien qu'ils vérifient s'ils veulent bien. Qu'est-ce qui circule en eux? Est-ce que c'est une douce empathie pour cet humain-là, une tendresse inconditionnelle pour ce proche qu'ils chérissent? Est-ce que c'est un accueil complètement ouvert de l'altérité, un intérêt même pour l'altérité qui va décaper un peu les égos de part et d'autre? Est-ce que c'est ça qui circule en eux? Et quand je donne cet exemple en conférence, bien sûr que la salle rigole, parce que ce qui circule en nous la plupart du temps, quand le différent avec l'autre apparaît, c'est plutôt une petite sécrétion d'adrénaline, une petite agitation cardiaque et une envie de trouver rapidement le gourdin de Cro-Magnon pour asséner quelques coups d'argumentation. J'ai raison parce que, et d'ailleurs tu as tort parce que. Et donc nous argumentons pour avoir raison et convaincre l'autre qu'il a tort, au lieu que de simplement dégainer l'empathie en disant « Tiens, toi tu penses ça, comme c'est intéressant, c'est très éloigné de ce que je pense. » Mais de nouveau, je reviens à cette idée, je souhaite du respect pour moi-même, mais le minimum c'est que j'en ai pour toi. Je souhaite de l'attention pour ma posture et ma position, mais le minimum c'est que j'ai de l'attention pour ta posture et ta position. Donc je t'écoute. Ça devrait être le réflexe. Et ça peut être le réflexe. Nous pouvons apprendre ça. C'est ce que j'enseigne depuis des années et je vois que ça change significativement les rapports humains. Combien de malentendus sont le fruit de mal écoutés? Combien d'enfants ne se sentent pas écoutés par les parents parce que les parents fourguent des conseils, des solutions, rappellent ce qu'ils ont fait dans l'enfance, cherchent à consoler l'enfant au lieu de juste l'écouter, le laisser se poser, le laisser partager son sentiment. Et c'est souvent bien intentionné de la part des parents et malheureusement très maladroit. Nous avons donc vraiment d'apprendre l'écoute et l'empathie. Écouter pour comprendre et pas pour résoudre, c'est ça? C'est vraiment ça. Écouter pour comprendre où se trouve cet humain-là. Qu'est-ce qu'il vit derrière ce qu'il dit? Et vous voyez que pour avoir cette patience d'aller sonder qu'est-ce que cet humain vit derrière ce qu'il dit, ça demande que j'ai développé d'abord cette patience pour moi-même. Sinon, je suis vite impatient. Et le rapport au temps me préoccupe plus que le lien avec l'autre. Et j'ai vite d'autres choses à faire que d'écouter mon conjoint, mon enfant ou mon proche. Malheureusement, c'est ça qui s'instaure, et cette course à passer à la chose suivante, à faire, plutôt qu'à être là. Et voilà, je pense que vraiment, devant la transition du monde que nous vivons, nous avons profondément besoin de co-créer des rapports humains profonds et chaleureux. J'aime beaucoup cette phrase que vous dites, et on devrait presque l'afficher chacun chez soi, c'est « Où sont le nous ?» et la joie d'être ensemble ces derniers mois, vraiment se rappeler ça tout le temps, voilà. Avec ce temps qui passe tellement vite, on peut être dans le faire, et effectivement se rappeler ça. Où est le nous? Oui, en sentant que nous en sommes les acteurs, hein, nous sommes les acteurs du nous. Donc une attention qui va au-delà de je, moi, et de tu, toi, mais qui est attentive à comment nourrir la vie dans ce troisième être humain qui existe dès qu'on est ensemble. Toi, tu es né à ta date de naissance, moi je suis né à ma date de naissance, et notre nous est né quand nous nous sommes rencontrés. Nous est vivant, nous a grandi, nous a fleuri, nous s'est épanoui, mais nous peut se fatiguer, nous peut s'endormir, nous pourrait même tomber malade et mourir si toi et moi, nous ne nous occupons pas de nous. C'est vraiment un être vivant. Alors ça se vérifie particulièrement évidemment dans une vie de couple, mais également de parents avec les enfants, mais également de classe. Il y a un nous dans une classe. J'étais sidéré cette année de voir que mes enfants, qui sont pourtant dans une école très humaine, le prof a commencé avec le programme sans créer une première journée de lien. Alors, on va faire traverser une année à ces enfants dans toutes sortes de découvertes, mais aussi de difficultés, sans avoir vérifié est-ce qu'on est content d'être ensemble, est-ce qu'on se connaît, et c'était d'autant plus vrai que les enfants étaient masqués, donc ils ne se connaissent pas du tout.
Ils apprennent des prénoms. La classe était en grande partie nouvelle, et donc on est là entre zombies à suivre un programme de choses à faire sans avoir vérifié de notre qualité d'être. Mais c'est vraiment d'une autre époque. Toute classe devrait commencer par 2 ou 3 jours de prise de contact, de rencontre, de savoir le parcours de chacun, de développer un humour commun, un plaisir d'être ensemble. Et de même dans l'entreprise. Le nous devrait être la première clé de tout patron, de vérifier est-ce qu'il y a un nous solide et fécond pour que nous puissions traverser les intempéries que l'entreprise connaît. Et malheureusement, c'est n'est le cas que dans quelques entreprises encore pour le moment. Vous parlez aussi d'éduquer en liberté sans punir, dans le cadre et la règle et la souplesse, vous l'avez redit tout à l'heure. Ne pas punir, mais plutôt sanctionner. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est vrai que comme ça, quand on lit ça comme ça, on ne voit pas forcément de différence. Il y a une grande confusion par rapport à ça, effectivement. Punir, c'est infliger une peine en espérant que grâce à cette peine, l'autre va comprendre le sens de la valeur que l'on voudrait qu'il respecte. C'est quand même assez contradictoire. Tandis que sanctionner, c'est indiquer clairement que cette valeur est précieuse pour le nous, pour le vivre ensemble, et que le comportement que la personne a eu est en train ou a compromis la valeur. Et donc la sanction consiste à vérifier est-ce que tu vois que ton comportement transgresse une valeur, et est-ce que tu adhères à cette valeur, et est-ce qu'elle fait sens pour toi, et est-ce qu'on te l'a suffisamment expliqué. Et donc dans la punition, on est contre l'autre qui est exclu un moment ou rejeté un moment parce qu'il vole en prison, ou il va dans sa chambre, ou il va copier 100 fois un texte idiot à l'école, et donc il y a une opposition, une division, tandis que dans la sanction, il y a du lien, on recrée du nous, on souhaite que la personne revienne au plaisir et au sens de respecter la valeur. Donc sanctionner, c'est indiquer clairement, là, il y a eu transgression d'une valeur et il faut qu'on s'en parle. Mais c'est évidemment pas ajouter une peine qui n'a, à mes yeux, aucun sens. Mon Dieu, j'ai pu, quand j'étais avocat et que je m'occupais de gamins de la rue, voir que des gamins qui avaient souffert d'exclusion, de rejet, de non-sens, d'incohérence dans leur éducation et qui souffraient profondément d'un manque d'appartenance et de lien et qui manifestaient donc par des comportements bien sûr transgressifs comme taguer des murs ou balancer des pavés dans les vitrines, etc. Leur manque de reconnaissance et d'appartenance, le magistrat leur disait eh bien ta peine sera de 3 mois ou 6 mois de prison et j'espère que tu comprendras les valeurs humaines. Mais comment voulez-vous comprendre? Cet enfant ou cet être souffre d'exclusion et de rejet et on le réexclut et rejette. Il s'agissait évidemment de sanctionner en disant ton comportement transgresse des valeurs du vivre ensemble. Est-ce que tu peux le comprendre? Et on va visiter ensemble comment tu peux vivre ton besoin d'appartenance autrement qu'en transgressant. Et c'était bien le sens évidemment de notre activité avec les jeunes. Ouais, il y a du chemin et en même temps, quelle espérance et de pouvoir aller vraiment dans cette direction. Moi, je trouve que vous intervenez régulièrement pour des écoles aussi qui vous demandent conseil à ce niveau-là. Là, vous parliez des prisons. C'est évidemment qu'il y a un grand champ aussi d'action à ce niveau-là. Oui, bien sûr, j'interviens régulièrement dans des écoles et pour des initiatives personnelles, mon souhait, bien sûr, c'est que tôt ou tard, ça arrive dans les principes mêmes de l'éducation, que les écoles puissent s'équiper d'outils de connaissance de soi, d'intelligence émotionnelle, que tous les professeurs soient formés à ça, en sorte que les climats soient des climats où le nous prévaut, où la relation est essentielle, le lien d'abord, le résultat ensuite, d'abord un bel esprit de classe où on a du plaisir à apprendre et ensuite on envisage la matière comme un beau jeu d'apprentissage. Pourquoi plomber l'ambiance en devant faire des efforts rudes avec des programmes excessifs et des sanctions, des punitions si on n'atteint pas l'objectif? Ça, c'est vraiment l'ancien régime, c'est l'ancien paradigme, c'est devenu obsolète. Les jeunes sont en train de se dégager de ça. Et si nous ne sommes pas vigilants, nous adultes, à adapter nos systèmes d'enseignement, je pense que nous allons devant de grosses difficultés. Il est temps de s'adapter, de quitter les systèmes obsolètes. Oui, puis de réaliser, comme vous dites, que la violence groupale est un phénomène public qui est d'origine intime, dont on n'a pas encore pris conscience, en vérité. Oui, ça c'est une autre citation que je fais d'un auteur qui observe ça. Nous avons vraiment besoin de comprendre que la vie intérieure, l'intelligence émotionnelle, la capacité à se comprendre, à se connaître, ça n'est plus un enjeu de développement dit personnel, c'est un enjeu de santé publique véritablement. Et donc, ça devrait être une forme d'éducation
collectif, proposer librement que chacun puisse s'outiller. On voit la véritable épidémie aujourd'hui, c'est la violence, et notamment la violence sourde, les burn-out, l'épuisement, le stress, bien évidemment, la surconsommation d'antidépresseurs, c'est ça la violence. Les suicides de jeunes de plus en plus jeunes qui ne voient pas le sens de la vie. Et par rapport à ça, c'est vraiment un enjeu de santé publique que de faire connaître les outils qui vont nous aider à dépasser ces difficultés et à retrouver une joie de vivre contagieuse. Une joie de vivre et puis une confiance qui, comme vous le dites, crée aussi la confiance et la responsabilité. Et on part dans ce cercle vertueux, finalement, d'hygiène de paix quand on va là-dedans. Oui, absolument. Une hygiène de paix, une hygiène de confiance dans la vie à travers les difficultés. Dernier point, on arrive à la fin de ce podcast. Vous parlez aussi beaucoup du temps et de notre rapport au temps qui passe pour revenir à un rapport bienveillant au temps. Alors, comment est-ce qu'on peut faire concrètement ? C'est un gros enjeu, tant individuel que collectif. Nous courons tout le temps. Cette course nous épuise et épuise la planète. Il est temps d'apprendre à ralentir. C'est ce qui m'a amené en thérapie quand j'avais 32, 33 ans. Je réalisais que je courais tout le temps. Et par chance, à un moment, j'ai entendu cette petite voix qui me serinait, mais je voulais pas l'entendre. Ta course est perdue. Est perdu. Et à un moment, j'ai accepté d'entendre que je me battais contre le temps et que le combat était évidemment perdu d'avance. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi tu te bats contre au lieu que de marcher avec ? Mais comment marcher avec ce qui a été jusque-là une sorte d'ennemi ? Et donc, j'ai eu besoin d'apprendre à pactiser, pacifier mon rapport au temps. Et ça m'a pris plusieurs années, mais c'est faisable pour avoir l'occasion de vivre à un rythme doux. J'aime faire des choses et beaucoup de choses, même j'aime les faire avec un rythme doux. Et je souhaiterais que de plus en plus de nos contemporains puissent faire ce travail de pacifier leur rapport au temps pour pouvoir honorer davantage leur rythme propre. Souvent, nous avons des rythmes plus doux que ceux dans lesquels nous sommes entrés, ce qui était mon cas, et pouvoir transmettre à nos enfants un rythme doux. J'ai mis longtemps à réaliser que le véritable héritage que je veux transmettre à mes enfants, c'est d'avoir un rapport pacifié avec le temps, de savoir qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire tranquillement, ils ont les talents pour, et aucune nécessité d'avoir de la précipitation. La précipitation est un artifice créé par les humains et dont il est temps de se défaire. Et enfin, Thomas, vous posez cette question à la fin de votre ouvrage et qui est une question qui me guide aussi depuis toujours. Alors j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et pour nos auditrices et nos auditeurs, qui vient du prophète Khalil Gibran, dans le prophète, nos enfants sont-ils nos enfants ? Oui, j'imagine que beaucoup de nos auditrices et auditeurs, comme vous le dites, ont pu être touchés par ce texte magnifique, intemporel, d'une si profonde et poétique sagesse. Et lui, le prophète, l'affirme, nos enfants ne sont pas nos enfants, ils sont les fils et les filles de la vie qui passent à travers vous. Et c'est magnifique de voir ça. Effectivement, nous avons la chance incroyable de co-créer la vie en s'unissant à un conjoint et que l'enfant passe à travers nous. Mais ce ne sont pas nos enfants, c'est la vie qui les envoie et vous appellerez la vie comme vous voulez, le souffle, la grâce ou Dieu, peu importe les mots que vous mettez là-dessus. Mais donc, nous avons effectivement une responsabilité de soins, d'attention, de guidance, d'accompagnement, mais nous ne pouvons pas, comme le dit le prophète, leur donner nos pensées ni nos projets. Il y a encore aujourd'hui tant de parents qui ont un projet ferme sur l'avenir de leurs enfants et qui leur imposent les études, les choix de vie. J'ai du mal à comprendre cette maltraitance autour de moi. Mes filles me disent mes copines n'ont pas le choix, les parents ont décidé qu'ils allaient faire ça ou ça. C'est juste hallucinant. Au lieu d'aller à l'écoute de nouveau et dans l'empathie de cet être humain qui est arrivé dans notre foyer pour comprendre son élan de vie, l'encourager à le vivre et lui permettre de mettre ses talents propres, sa couleur propre au monde. C'est là que l'on est joyeux et généreux de soi, alors que l'on voit bien que des gens qui ont pris des voies qui ne leur correspondent pas entrent souvent dans la frustration, l'amertume et assez vite des mécanismes compensatoires. Donc c'est vraiment un enjeu que d'apprendre à écouter l'élan de nos enfants, à le respecter et à se rendre compte que s'ils arrivent dans cette époque de transition de nouveau assez incohérente, assez chaotique, c'est qu'ils ont une couleur particulière à apporter. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et qu'il s'agit d'apprendre à leur faire confiance et à lâcher nos vieux modèles. Thomas Dansembourg, merci. Merci infiniment pour ces paroles, ces mots, cette vibration éclairante. Alors, je rappelle le titre de votre nouveau livre aux éditions de l'Homme, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ? Je vous le recommande vivement. Il est à la fois très éclairant,
passionnant. Il porte un espoir fou pour l'avenir, pour maintenant, à mettre en œuvre. On peut vous retrouver aussi sur votre site internet thomasdansbourgtoutattaché.com. Merci beaucoup. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.